Le véritable entrepreneur ne construit pas une entreprise pour y travailler, mais une entreprise qui fonctionne un jour sans lui. Imaginez un instant que vous vous réveillez un matin et découvrez que votre activité a continué de tourner sans votre présence. Les clients ont été servis avec la même excellence, les comptes ont été gérés avec précision, votre équipe a résolu les problèmes et pris les bonnes décisions. Et vous, au lieu d'être prisonnier des opérations, vous étiez libre de réfléchir, de créer, de voyager, ou simplement de partager du temps avec votre famille. C'est le rêve que la plupart des entrepreneurs nourrissent, mais que très peu parviennent à vivre. Le grand paradoxe, c'est que presque tous ceux qui lancent une entreprise le font en quête de liberté et finissent par trouver l'opposé, une prison déguisée en société. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que nous confondons la passion pour ce que nous savons faire avec la capacité de construire une véritable entreprise. C'est le grand mythe de l'entrepreneur. Nous croyons que parce que nous excellons dans notre métier, nous excellerons automatiquement dans les affaires. Mais la réalité est bien différente. Le boulanger qui fait les meilleurs gâteaux peut finir esclave de sa propre boulangerie, travaillant plus d'heures que jamais, sans vacances, sans tranquillité, avec moins d'argent qu'espéré, et avec une entreprise qui s'effondre dès qu'il s'absente. Le graphiste qui rêvait d'indépendance découvre qu'il passe plus de temps à éteindre les incendies avec les clients, à gérer les fournisseurs et les retards de paiement qu'à créer ce qu'il aime vraiment. L'infirmière qui a ouvert sa propre clinique avec l'espoir d'aider plus de personnes se rend compte qu'elle passe des nuits entières préoccupée par les finances, les horaires du personnel et la bureaucratie légale, et qu'il ne lui reste presque ni temps ni énergie pour les soins humains qu'elle appréciait tant. C'est là que des milliers d'entrepreneurs dans le monde se brisent, non par manque d'intelligence ni de volonté, mais par une confusion fondamentale. Ils ont cru qu'avoir un talent ou une passion suffisait pour construire une entreprise. Ce qu'ils découvrent tard et souvent douloureusement, c'est que la passion est le carburant, mais ce n'est pas le véhicule. Le véhicule a besoin de roues, de moteurs, de direction, de freins et d'un conducteur qui regarde l'horizon, pas seulement le chemin immédiat. C'est la différence entre passion et affaire. Réfléchissez-y ainsi. Si quelqu'un aime cuisiner et décide d'ouvrir un restaurant, son amour de la cuisine lui donnera de l'énergie pour les premiers mois. Il s'enthousiasme en créant des recettes, en servant ses premiers clients, en voyant les tables pleines et en écoutant les compliments. Mais bientôt, il se retrouve face à des fournisseurs qui ne respectent pas leurs engagements, des employés qui démissionnent, des impôts imprévus, des journées interminables de 16 heures et le sentiment que s'il s'absente un seul jour, tout s'effondre. La passion est toujours là, mais le poids est si lourd qu'elle commence à s'éteindre. Cette personne n'a pas créé une entreprise, elle a créé un emploi avec plus de pression et moins de liberté. En revanche, le véritable entrepreneur comprend quelque chose d'essentiel. Il ne s'agit pas de savoir combien vous aimez ce que vous faites, mais si vous pouvez créer un système qui fonctionne même sans vous. C'est l'essence d'une entreprise qui transcende, car une véritable entreprise n'est pas une extension de votre corps, ni de vos mains, ni de votre talent individuel. C'est une organisation qui peut respirer, bouger et grandir par elle-même, avec des processus clairs, avec une équipe qui comprend son rôle, avec une structure qui permet aux propriétaires d'être dispensables. L'objectif n'est pas d'être nécessaire. L'objectif est d'être remplaçable. Cela peut sembler contre-intuitif, voire douloureux pour ceux qui voient leur entreprise comme leur identité personnelle. Mais voici la vérité la plus puissante. Votre entreprise n'est pas vous. Vous êtes le créateur, l'architecte, le visionnaire. Votre mission est de construire quelque chose qui vit au-delà de votre effort quotidien. Quelque chose qui vous permet de libérer votre temps et de multiplier votre impact. De nombreux entrepreneurs à succès dans le monde partagent cette vision. Henry Ford ne fabriquait pas des voitures de ses propres mains. Il a conçu un système de production. Ray Kroc ne cuisinait pas de hamburgers tous les jours. Il a construit le modèle de franchise de McDonald's. Steve Jobs n'assemblait pas d'ordinateur. Il se concentrait sur la vision et sur comment la transmettre au monde. Tous ont compris que la vraie richesse ne réside pas dans le fait d'être indispensable, mais dans la création d'une entreprise qui marche seule. C'est l'objectif final, construire un système qui travaille pour vous, un système qui vous donne des options, qui vous permet de décider si vous travaillez dans ou sur l'entreprise, si vous vous impliquez au quotidien ou si vous consacrez votre temps à grandir, innover et profiter. Un système qui vous redonne ce pourquoi vous avez un jour décidé d'entreprendre, liberté, sens et stabilité. Mais avant de continuer, écrivez dans les commentaires depuis quel pays vous écoutez ce contenu, et si ce message résonne en vous, laissez un like
et partagez ce matériel. Ainsi, vous vous assurez de ne manquer aucun contenu qui nourrisse votre esprit et vous rapproche chaque jour de la vie que vous méritez vraiment. Il n'y a pas de temps à perdre. Maintenant, continuons. Première partie, le mythe de l'entrepreneur. Le véritable motif pour lequel les petites entreprises échouent. Les chiffres ne mentent pas. Et bien qu'ils dérangent beaucoup, ils sont le premier avertissement pour toute personne qui se lance dans le monde des affaires. Plus de 70% des petites entreprises ne parviennent pas à dépasser les 5 premières années de vie, et parmi celles qui survivent, seule une fraction minime atteint stabilité et croissance réelle. Les autres restent dans un état de survie constante, avec des propriétaires qui travaillent plus d'heures que n'importe quel employé, qui gagnent moins qu'espéré et qui vivent avec le sentiment d'être pris au piège dans une roue qui ne s'arrête jamais. Ce ne sont pas des statistiques inventées pour faire peur. C'est la réalité rapportée par les organismes économiques dans presque tous les pays du monde. Le schéma est universel, peu importe qu'il s'agisse d'une boulangerie dans un petit quartier, d'une entreprise de logiciels dans une ville technologique ou d'un cabinet dentaire dans une zone résidentielle. Les probabilités d'échec sont élevées parce que la plupart de ceux qui commencent ne comprennent pas la différence entre savoir faire quelque chose et savoir construire une entreprise qui fonctionne. Le mythe de l'entrepreneur commence par une illusion très puissante, celle de l'auto-emploi. Imaginez un technicien brillant dans son métier, quelqu'un qui maîtrise une compétence comme peut être un menuisier aux mains prodigieuses, une programmatrice capable de résoudre n'importe quel code, un styliste au talent inné pour transformer ses clients ou un comptable qui organise les chiffres avec la précision d'une horloge suisse. Après des années à travailler pour d'autres, ils sentent que le moment est venu de faire le grand saut. Ils se disent « Pourquoi continuer à construire le rêve d'un autre si je peux construire le mien ?» Avec courage et souvent avec un peu de naïveté, ils décident d'ouvrir leur propre entreprise. La motivation initiale est forte, liberté, indépendance, revenus plus élevés, contrôle total de leur temps. C'est la promesse qui les pousse. Au début, l'illusion se réalise. Le premier mois est plein d'énergie. Les premiers clients arrivent, les ventes sont célébrées comme des victoires épiques, et chaque petite réussite renforce la croyance que la décision était la bonne. Le problème, c'est que cette illusion a une date d'expiration. Bientôt, ils découvrent que diriger une entreprise ne signifie pas simplement faire ce qu'ils savaient déjà faire, mais maintenant avec leur propre enseigne sur la porte. Ils font face à des fournisseurs qui exigent des paiements anticipés, à des clients qui réclament des réductions, à des démarches légales qui semblent interminables, à des impôts qu'ils ne comprennent pas totalement, et à des décisions administratives qu'ils n'avaient jamais imaginées. Et le plus douloureux, le temps qu'ils consacraient auparavant à la partie du travail qu'ils aimaient commence à diminuer parce qu'ils doivent maintenant s'occuper de tout le reste. Le menuisier ne conçoit plus de meubles. Il passe ses journées à négocier avec les distributeurs de bois, à vérifier les comptes et à essayer de recouvrer des factures en retard. La programmatrice talentueuse consacre plus d'heures à organiser des réunions avec des clients et à corriger des contrats qu'à écrire des lignes de code. Le styliste passe plus de temps à gérer les employés et les calendriers qu'à couper les cheveux. Le comptable qui rêvait de liberté se sent maintenant plus esclave que jamais. C'est là que l'illusion de l'auto-emploi devient un piège, car ce qu'ils ont créé n'est pas une entreprise. C'est un emploi déguisé, un emploi où ils sont à la fois le patron et l'employé, avec la différence qu'il n'y a plus de salaire fixe garanti, ni d'avantage de sécurité sociale. Le revenu dépend de chaque vente, chaque client et chaque effort personnel. Au lieu d'avoir gagné la liberté, ils ont perdu la stabilité. Au lieu d'avoir conquis l'indépendance, ils ont ajouté plus de responsabilités, et au lieu d'être propriétaires d'une entreprise, ils sont devenus prisonniers d'une société qui ne fonctionne que s'ils sont présents. Ce phénomène se répète encore et encore. Pensez à un restaurant de quartier qui se remplit de clients parce que le propriétaire est un chef extraordinaire. Tout va bien tant qu'il cuisine, mais dès qu'il essaie de déléguer la cuisine, les clients commencent à se plaindre. Ce n'est plus pareil, ce n'est plus comme avant. Alors, le propriétaire comprend que l'entreprise dépend exclusivement de son talent personnel. S'il n'est pas là, la qualité baisse, la clientèle diminue et les revenus s'effondrent. Résultat, il ne peut jamais s'éloigner, il ne peut jamais vraiment déléguer, il ne peut jamais se reposer. Ce qui semblait être une entreprise prometteuse devient une prison où les barreaux ne sont pas en fer, mais faits de clients dépendants de sa présence. Il en va de même pour les avocats qui ouvrent leur propre cabinet et finissent par travailler plus d'heures que dans le bureau où ils étaient employés, ou pour les consultants qui rêvent d'indépendance
et découvrent qu'ils ont maintenant 10 patrons différents parce que chaque client exige une attention personnalisée, ou pour les médecins qui ouvrent leur propre clinique et découvrent qu'au lieu d'avoir un horaire flexible, ils passent maintenant des nuits entières préoccupés par les salaires, les permis sanitaires et les dettes bancaires. Tous ont cru qu'ils construisaient une entreprise alors qu'en réalité, ils construisaient un piège professionnel sous un autre nom. Et c'est là que se révèle le véritable motif pour lequel les petites entreprises échouent. Ce n'est pas le manque d'efforts. Personne ne peut nier que ses propriétaires travaillent plus dur que la plupart. Ce n'est pas non plus le manque de passion. En fait, beaucoup ont commencé avec un enthousiasme si fort qu'il semblait inépuisable. L'échec trouve son origine dans quelque chose de beaucoup plus profond. L'incapacité à différencier entre être technicien et être entrepreneur. La majorité ouvre une entreprise parce qu'ils sont bons dans quelque chose de technique, mais ils ne développent jamais les compétences de gestion, de vision stratégique et de construction de systèmes qui soutiennent réellement une entreprise. Et ainsi, peu à peu, la passion se transforme en fatigue, l'enthousiasme en frustration et le rêve en cauchemar. Le passage d'employé à propriétaire piégé est invisible au début, mais catégorique avec le temps. Quand vous travaillez comme employé, vous aviez des tâches définies et un horaire délimité. Vous pouviez vous plaindre de votre patron, mais vous saviez qu'à 6 heures du soir, votre responsabilité se terminait. Votre salaire arrivait à temps chaque mois, et bien qu'il ne fût pas illimité, il vous donnait une certaine sécurité. Mais en devenant propriétaire, ce cadre disparaît. Maintenant, vous êtes le patron, mais vous êtes aussi l'employé qui doit tout accomplir. La différence, c'est qu'il n'y a pas de limite claire entre travail et vie personnelle. Votre esprit est actif 24 heures sur 24, préoccupé par les clients, les dettes, les impôts et les employés. L'entreprise s'immisce dans vos dîners de famille, dans vos vacances, dans votre sommeil nocturne. Et le plus dur, le salaire n'est plus garanti. Vous pouvez gagner beaucoup un mois et rien gagner le mois suivant. Ce saut de l'employé au propriétaire piégé est celui qui détruit tant de rêves, car au lieu de trouver la liberté, l'entrepreneur se retrouve avec des chaînes invisibles. Il n'y a pas de patron à blâmer, mais il n'y a personne non plus pour le libérer. Il est responsable de tout, et dans cette responsabilité absolue, il se sent seul, épuisé et de plus en plus désenchanté. Le paradoxe est brutal. Plus il s'efforce, plus il s'attache. Plus il travaille, moins il obtient de liberté, et ainsi, beaucoup finissent par abandonner. Non parce qu'ils manquent de talent, mais parce qu'ils ne supportent plus le poids d'une entreprise qui dépend exclusivement d'eux. La véritable cause de l'échec n'est pas dans le marché, ni dans la concurrence, ni dans l'économie externe. Elle est dans la mentalité avec laquelle on commence. L'entrepreneur croit qu'ouvrir une entreprise est la même chose que maîtriser un métier, et cette croyance devient la racine de tous ses problèmes. Tant que cette illusion de l'auto-emploi n'est pas brisée, le cycle se répétera encore et encore. Enthousiasme initial, charge débordante, usure progressive, frustration et finalement échec ou résignation. L'histoire de Marie, du talent technique au chaos entrepreneurial. Marie avait toujours été connue dans sa communauté pour ses pâtisseries. Depuis très jeune, elle avait hérité la passion de sa grand-mère pour la pâtisserie. Chaque anniversaire, chaque mariage, chaque événement spécial se terminait avec une table illuminée par ses créations. Les voisins disaient que ses gâteaux avaient une touche magique, une saveur impossible à trouver ailleurs. Son talent n'était pas seulement technique, il était aussi émotionnel. Elle parvenait à transmettre affection et attention dans chaque recette. Pendant des années, elle a travaillé dans une pâtisserie locale où elle était l'une des employées les plus précieuses. Ses collègues admiraient son habileté et les clients demandaient après elle quand ils voulaient quelque chose de spécial. Cependant, Marie gardait un désir secret, ouvrir sa propre pâtisserie. Elle rêvait d'un local avec son nom sur l'enseigne, un endroit où elle pourrait donner libre cours à sa créativité et ne pas avoir à répondre à aucun patron. L'enthousiasme initial fut irrésistible. Avec quelques économies et un petit prêt, Marie a loué un local dans une rue passante. Elle a peint les murs avec ses couleurs préférées, décoré la vitrine avec ses pâtisseries les plus attrayantes et s'est enthousiasmée à l'idée de servir personnellement ses premiers clients. Le jour de l'inauguration, le local était plein d'amis, de familles et de voisins qui voulaient la soutenir. Tous la félicitaient pour son courage, pour avoir fait le saut d'employé à propriétaire. Cette première semaine fut un tourbillon d'émotions. Elle travaillait de l'aube jusqu'à tard dans la nuit, mais cela ne lui importait pas, car chaque vente confirmait qu'elle avait pris la bonne décision.
Ses mains ne donnaient pas leur plein rendement, et bien que la fatigue physique fût évidente, elle la compensait avec l'adrénaline de réaliser son rêve. Mais très vite, la réalité d'être sa propre patronne se fit sentir. Le premier signe arriva quand l'un de ses fournisseurs de farine prit du retard dans la livraison. Marie n'avait pas suffisamment de stock, et pour la première fois, elle comprit que maintenant, c'était elle qui était responsable de résoudre les urgences logistiques. Dans la pâtisserie où elle travaillait avant, les problèmes d'approvisionnement étaient l'affaire de l'administration. Elle devait seulement se concentrer sur la cuisson. Maintenant, elle devait courir pour trouver de la farine ailleurs, payer plus que prévu et réorganiser la production au milieu du chaos. L'incident la laissa épuisée, mais elle l'attribua à la malchance. Cependant, elle se rendit vite compte que ces contretemps n'étaient pas l'exception, mais la norme. Au fur et à mesure que les commandes augmentaient, les exigences augmentaient aussi. Les clients ne voulaient pas seulement des gâteaux, ils voulaient une attention rapide, des décorations personnalisées, des livraisons ponctuelles et des prix compétitifs. Marie commença à diviser son temps entre la cuisine, la caisse, le téléphone, le courrier électronique et les livraisons. Elle découvrit qu'il ne suffisait pas de faire un bon gâteau, elle devait aussi être vendeuse, administratrice, comptable, acheteuse et livreuse. L'enthousiasme initial se transforma en épuisement silencieux. Chaque jour, elle se levait plus tôt et se couchait plus tard. La passion était toujours là, mais elle ne suffisait plus à soutenir tant de responsabilités en même temps. Le moment le plus dur arriva quand elle embaucha sa première employée pour l'aider en cuisine. Elle pensa qu'en déléguant une partie de la production, elle pourrait alléger sa charge et se consacrer davantage à la gestion. Mais le résultat fut différent. La nouvelle employée n'avait pas sa même précision ni sa même touche. Les clients commencèrent à remarquer la différence et à demander que ce soit Marie personnellement qui prépare leurs commandes. Marie se sentit piégée. Elle avait embauché pour se libérer, mais au lieu de gagner du temps, elle devint superviseure permanente. Elle ne pouvait pas lâcher le contrôle parce qu'elle craignait que la qualité ne baisse. L'entreprise qui était née pour lui donner l'indépendance finit par dépendre d'elle plus que jamais. Ce que Marie ne comprenait pas à ce moment-là, c'est que le problème n'était pas dans son talent ni dans son équipe, mais dans sa mentalité. Elle avait construit une entreprise autour d'elle-même. Le modèle était conçu pour que tout tourne autour de sa touche personnelle, de sa capacité individuelle, et plus la demande augmentait, plus elle devenait prisonnière. Chaque succès signifiait plus de travail direct, plus d'heures en cuisine, plus de pression pour répondre à des attentes impossibles. Ce qui semblait être la liberté se transforma en une chaîne invisible. Les leçons cachées dans l'histoire de Marie sont profondes. La première est qu'une entreprise ne peut pas dépendre exclusivement du talent du propriétaire. Si chaque produit, chaque service et chaque résultat nécessite sa participation directe, ce qui existe n'est pas une entreprise, mais un auto-emploi plus exigeant et risqué. La deuxième leçon est que l'enthousiasme initial trompe toujours. Au début, l'énergie de la nouveauté fait que l'entrepreneur tolère de longues journées et des sacrifices extrêmes. Mais cette énergie n'est pas durable dans le temps. Quand la fatigue remplace l'enthousiasme, la passion devient un fardeau. La troisième leçon est que déléguer ne signifie pas simplement embaucher des gens. Déléguer nécessite de créer des systèmes, des normes et des processus qui permettent à d'autres de répliquer la qualité sans dépendre de la présence constante du propriétaire. Marie n'a pas conçu un système, elle a seulement embauché des mains et c'est pourquoi elle n'a jamais pu lâcher le contrôle. On pourrait penser que Marie a échoué parce qu'elle n'était pas suffisamment organisée, mais ce serait une lecture superficielle. Son échec était écrit depuis le début parce qu'elle ne s'est jamais arrêtée pour réfléchir si ce qu'elle construisait était une entreprise ou une prolongation de son emploi. Elle n'a jamais conçu une structure qui fonctionnerait sans elle. Et bien que ses gâteaux fussent extraordinaires, son entreprise était fragile. Elle dépendait du fait qu'elle se lève tous les jours, qu'elle travaille sans repos, qu'elle ne tombe jamais malade, qu'elle ait toujours la même énergie. Et aucun être humain ne peut soutenir cela indéfiniment. L'histoire de Marie n'est pas unique. C'est le reflet de milliers de petites entreprises dans le monde entier. C'est la coiffeuse qui ouvre son salon et découvre que sans elle, les clientes partent. C'est le mécanicien qui ouvre son propre atelier et devient esclave d'un calendrier rempli de réparations. C'est le photographe qui rêve d'indépendance et finit par travailler les week-ends, les nuits et les jours fériés pour satisfaire des clients exigeants. C'est le consultant qui pensait avoir la liberté et passe maintenant le double d'heures au téléphone. Tous répètent le même schéma. Passion initiale, travail débordant, épuisement progressif
et une entreprise qui ne parvient jamais à vraiment décoller. Ce qu'il y a de plus précieux dans l'histoire de Marie, c'est qu'elle nous permet de voir avec clarté le point exact où la passion devient un piège. Elle nous rappelle qu'une entreprise ne doit pas être conçue autour du propriétaire, mais autour d'un système. Et elle nous enseigne que la liberté entrepreneuriale ne s'obtient pas en travaillant plus dur, mais en travaillant différemment. Marie travaillait comme jamais auparavant, mais chaque heure supplémentaire l'enfonçait davantage dans sa propre cage. Son erreur n'était pas le manque de dévouement, mais le manque de vision stratégique. À la fin, Marie dut fermer sa pâtisserie. L'usure physique, la charge émotionnelle et les dettes accumulées l'obligèrent à prendre cette décision. Ce fut un coup dur parce qu'elle sentait qu'elle avait échoué alors qu'en réalité, tout ce qu'elle avait fait était de répéter le schéma qui piège la majorité des entrepreneurs. Son histoire n'est pas un conte isolé, c'est un miroir. Et tous ceux qui rêvent de construire une entreprise devraient s'y regarder pour comprendre que le véritable défi n'est pas dans le talent technique, mais dans la capacité à construire quelque chose qui fonctionne sans dépendre de soi-même. Les 3 rôles que tout entrepreneur doit maîtriser. Tout entrepreneur vit une lutte interne silencieuse qui détermine le destin de son entreprise. Cette lutte n'est pas contre la concurrence, ni contre le marché, mais en lui-même. C'est une bataille entre 3 personnages qui cohabitent en une seule personne. Le technicien, le manager et l'entrepreneur. Chacun a une voix, une façon de penser et une priorité différente. Le problème surgit quand l'un de ces personnages domine les 2 autres, car alors l'entreprise perd l'équilibre et penche vers la frustration ou l'échec. Comprendre ces 3 rôles, c'est comme allumer une lumière au milieu de l'obscurité. Soudain, tout ce qui semblait confus commence à avoir du sens. Le premier à apparaître presque toujours est le technicien. Le technicien est celui qui sait faire le travail. C'est la boulangère qui prépare le pain, le mécanicien qui répare les moteurs, le designer qui crée des logos, la médecin qui soigne les patients. C'est la partie de nous qui profite du métier, qui trouve satisfaction à bien le faire, qui s'enorgueillit de la qualité du produit ou du service. Le technicien vit dans le présent immédiat. Il se concentre sur la tâche qu'il a devant lui, cherche la précision, l'excellence et le contrôle. Pour le technicien, chaque client servi est une validation de sa compétence. Sa pensée est simple. Si je fais bien mon travail, l'entreprise fonctionnera. Le problème, c'est que le technicien ne comprend pas les affaires. Il ne pense pas en termes de scalabilité, ni de vision à long terme, ni de processus. Il pense seulement à faire, à produire, à livrer. Cette mentalité est utile au début parce qu'elle donne forme à la première offre, génère confiance chez les clients et construit la réputation. Mais quand le technicien domine complètement l'entrepreneur, l'entreprise devient une prolongation du métier. Le propriétaire s'enfonce dans l'opération quotidienne, convaincu que personne d'autre ne peut le faire aussi bien que lui. Alors, il commence à rejeter l'idée de déléguer parce qu'il craint que la qualité ne baisse. Il vit avec la pensée « c'est plus rapide si je le fais moi-même ». Et avec cette mentalité, l'entreprise devient une extension de ses mains, pas une entité indépendante. Le technicien peut donner de la qualité, mais rarement de la croissance. Le deuxième personnage est le manager. Le manager est celui qui organise, planifie, établit des règles et contrôle les ressources. Son obsession n'est pas le produit, mais l'ordre. Il veut savoir combien entre et combien sort, comment le temps est distribué, qui fait quoi, quelles sont les procédures à suivre. Tandis que le technicien vit dans le présent immédiat, le manager vit dans le passé. Son regard est sur l'expérience accumulée, sur la sécurité du connu, sur la structure qui évite le chaos. Le manager croit que la clé est d'avoir tout sous contrôle, d'éviter les surprises, de maintenir la stabilité. Dans de nombreuses entreprises, la voix du manager se manifeste quand les problèmes de désorganisation commencent à être insupportables. C'est alors que l'entrepreneur ressent le besoin de mettre des règles, créer des processus, exiger des rapports et vérifier les chiffres. Le manager apporte de la discipline, mais poussé à l'extrême, il peut étouffer la créativité et générer de la rigidité. C'est le type de personne qui préfère ne pas innover si l'innovation implique un risque. Il peut freiner une croissance nécessaire par peur de l'inconnu. Si le manager domine complètement le technicien et l'entrepreneur, l'entreprise devient une machine de contrôle qui résiste au changement. Elle gagne en stabilité, mais perd en dynamisme. Le troisième personnage peut être le plus essentiel est l'entrepreneur. L'entrepreneur est celui qui imagine le futur. Son regard n'est pas sur le passé comme celui du manager,
ni sur le présent comme celui du technicien, mais sur l'horizon. Il voit des possibilités, rêve de ce qui n'existe pas encore, pense grand. C'est la partie visionnaire, celle qui pousse à innover, à risquer, à créer quelque chose qui transcende. L'entrepreneur demande constamment « Et ensuite, comment pouvons-nous faire mieux ?» Sans l'entrepreneur, il n'existerait pas l'étincelle initiale pour créer une entreprise. C'est le rêveur, celui qui ose imaginer un système qui fonctionne différemment du reste. Cependant, quand l'entrepreneur domine complètement, l'entreprise peut devenir une tempête d'idées sans exécution. Le propriétaire passe plus de temps à rêver qu'à mettre en œuvre. Il commence des projets qu'il ne termine pas, change de direction chaque mois et confond son équipe avec tant d'expérimentation. La vision est précieuse, mais elle a besoin d'être ancrée par le manager et soutenue par le technicien. Le déséquilibre surgit quand l'un des trois essaie d'occuper toute la scène. La majorité des petites entreprises échouent parce que c'est le technicien qui prend le contrôle absolu, et cela a du sens. Presque tous les entrepreneurs naissent comme des techniciens qui maîtrisent un métier. Pensez à la couturière qui ouvre un atelier, au photographe qui ouvre un studio, au menuisier qui ouvre un atelier de meubles. Dans tous ces cas, le talent technique est le point de départ. Mais ce même talent, quand il n'est pas équilibré avec le manager et l'entrepreneur, devient la cage qui enferme le propriétaire. Le technicien se convainc que le succès dépend uniquement de lui, et alors il refuse de lâcher prise. Mais aucune entreprise ne peut grandir si elle dépend d'une seule personne. Le technicien peut maintenir un atelier en vie, mais il ne construira jamais une entreprise qui transcende. Un exemple clair se voit dans un cabinet comptable. Le technicien se consacre à vérifier chaque détail, à être au-dessus de chaque chiffre. Son obsession est que tout corresponde, et il y parvient. Les clients l'apprécient parce que rien ne lui échappe, mais en même temps, il travaille des journées de 12 ou 14 heures. Il ne délègue pas de fonctions, ne crée pas de processus standardisés, et vit avec le stress que s'il tombe malade ou prend des vacances, tout s'effondre. Ce cabinet ne grandit jamais parce qu'il est conçu autour du technicien, pas autour d'un système. En revanche, quand le manager a plus de poids, l'entreprise acquiert de la stabilité, mais court le risque de devenir trop rigide. Un restaurant géré par un manager peut être impeccable en termes de propreté, d'horaire, d'inventaire et de coûts. Mais si l'entrepreneur n'intervient pas, il finira par offrir toujours la même chose, sans innover, sans créer de nouvelles expériences, sans surprendre le client. L'ordre est précieux, mais s'il n'est pas combiné avec la vision, il se transforme en routine qui tue lentement l'inspiration. Et quand l'entrepreneur domine, le résultat est un autre type de chaos. C'est le propriétaire qui poursuit toujours la grande idée, qui ne se contente jamais de ce qu'il a, qui rêve de s'étendre sans avoir consolidé les bases. Ses employés finissent confus parce qu'un jour la priorité est une chose et le lendemain une autre. Les clients perçoivent l'instabilité et les ressources se diluent dans des projets inachevés. L'entrepreneur a besoin du manager pour que ses idées se convertissent en processus, et il a besoin du technicien pour que ses idées se matérialisent avec qualité. Le déséquilibre de ces trois personnages est, en essence, ce qui détruit les entreprises. Peu importe combien de passion existe, ni combien de talent technique, ni combien de vision. Si l'un des trois prend le contrôle absolu, l'entreprise devient boiteuse, incapable de se maintenir dans le temps. Le secret n'est pas de choisir entre technicien, manager ou entrepreneur, mais d'apprendre à intégrer les trois. Le propriétaire a besoin de l'excellence du technicien, de l'ordre du manager et de la vision de l'entrepreneur. C'est dans cette intégration que se construit une entreprise qui peut grandir, s'adapter et perdurer. Le plus difficile pour la majorité des propriétaires est de donner de l'espace à l'entrepreneur, car quand l'entreprise exige une attention constante, il semble impossible de s'écarter de l'opération quotidienne pour penser au futur. Mais c'est justement cette incapacité qui enferme l'entrepreneur dans un cercle vicieux. Il travaille tellement dans le présent qu'il n'a jamais le temps de construire le futur. Et sans futur, l'entreprise finit par épuiser ses forces. Comprendre les trois rôles est un acte d'honnêteté. Cela signifie se regarder dans le miroir et reconnaître lequel de ces personnages domine notre vie. Cela signifie accepter que nous sommes d'excellents techniciens, mais de piètres managers, ou que nous sommes de bons managers, mais que nous avons peur de rêver comme des entrepreneurs, ou que nous sommes des rêveurs chroniques, mais incapables d'exécuter. La clarté arrive quand nous comprenons que chaque rôle est nécessaire, mais qu'aucun ne doit régner seul. Une entreprise équilibrée est celle où le technicien fait bien le travail, le manager l'organise et l'entrepreneur le projette vers l'avant. Deuxième partie.
de l'auto-emploi à la véritable entreprise. Avez-vous une entreprise ou juste un emploi avec plus de stress? Beaucoup d'entrepreneurs croient avoir une entreprise quand en réalité, tout ce qu'ils ont créé est un emploi avec plus d'heures, plus de préoccupations et moins de liberté que n'importe quel emploi traditionnel. La différence entre les deux mondes est abyssale, mais en pratique, elle se confond facilement. Pourquoi? Parce que de l'extérieur, il semble que celui qui ouvre son propre local, monte son atelier ou dirige sa petite entreprise est son propre patron. Cependant, à l'intérieur, ce supposé patron finit par être l'employé le plus mal payé, le plus épuisé et le plus asservi de tous. La promesse initiale de liberté et de contrôle se convertit en une prison faite de responsabilités inépuisables. Le piège de l'entreprise personnelle s'active au moment même où l'entrepreneur ne conçoit pas son entreprise comme un système indépendant, mais comme une prolongation de son temps et de son effort. Ainsi, l'entreprise cesse d'être un actif qui fonctionne par lui-même et devient un emploi dissimulé. La boulangerie qui ne fonctionne que si la boulangère est au four depuis 5 heures du matin. Le cabinet qui ne génère des revenus que si le médecin assiste à chaque rendez-vous personnellement. L'agence de design qui dépend du fait que son fondateur révise chaque livraison. Dans tous ces cas, la structure tourne autour de la présence physique du propriétaire. S'il s'absente, le flux de travail s'arrête, les clients se plaignent, l'argent cesse d'entrer. Ce qui semblait être une entreprise est en réalité un emploi piégé dans une façade d'entrepreneuriat. Le problème avec ce piège, c'est qu'il ne se ressent pas comme une erreur au début. Au contraire, durant les premiers mois, ce dévouement extrême semble être la cause du succès. Les clients ont confiance parce qu'ils savent que le propriétaire est présent. La qualité se maintient parce que l'entrepreneur contrôle chaque détail. L'argent coule parce que le fondateur met tout son effort. Mais cette force apparente est aussi la plus grande faiblesse. Il n'y a pas de système, il n'y a pas de délégation, il n'y a pas d'indépendance. Ce qui existe est un unique engrenage qui fait bouger toute la machine. Et cet engrenage est le propriétaire lui-même. Être indispensable dans votre entreprise peut sonner comme un compliment. Mais en réalité, c'est une sentence de prison. Si rien ne fonctionne sans vous, cela signifie que vous n'avez pas une entreprise, mais une dépendance absolue. Vous êtes la ressource la plus chère et en même temps la plus fragile. Pensez à ce qui se passe si vous tombez malade, si vous devez vous absenter, si vous décidez de prendre des vacances, si un jour vous n'avez simplement pas l'énergie de continuer. Dans une entreprise mal conçue, toute absence du propriétaire est un effondrement automatique. Être indispensable est un problème parce que cela vous condamne à vivre attaché à une roue interminable de tâches qui ne s'arrête jamais. Et le pire de tout, c'est que beaucoup d'entrepreneurs portent ce poids avec fierté, comme si être le premier à arriver et le dernier à partir était une médaille d'honneur. Le véritable objectif d'une entreprise n'est pas de créer un lieu où le propriétaire doit être présent pour que tout fonctionne. Le véritable objectif est de concevoir un système qui peut opérer, grandir et s'améliorer sans dépendre d'une seule personne. En d'autres termes, le propriétaire ne devrait pas être l'opérateur principal. Le propriétaire devrait être l'architecte qui conçoit la structure, pas le maçon qui pose chaque brique tous les jours. La différence est profonde. Quand vous êtes opérateur, votre temps et votre énergie sont la limite de votre entreprise. Quand vous êtes véritable propriétaire, l'entreprise est capable de s'étendre au-delà de vos heures de travail. Beaucoup de gens confondent passion avec liberté. Ils sont passionnés par la cuisine, alors ils ouvrent un restaurant. Ils sont passionnés par la coupe de cheveux, alors ils ouvrent un salon de coiffure. Ils sont passionnés par la programmation, alors ils montent une agence de logiciels. Ce qu'ils oublient, c'est que la passion technique ne construit pas une entreprise par elle-même. Tout ce qu'ils font, c'est transférer leurs compétences d'un emploi salarié à un emploi auto-imposé, avec l'aggravant qu'ils portent maintenant aussi l'administration, la comptabilité, l'embauche, le service client et les décisions stratégiques. Ce qui était auparavant un seul rôle devient maintenant 10. Et cette multiplicité de fonctions ne leur donne pas la liberté. Elles volent le peu qu'ils avaient. Une véritable entreprise est celle qui peut survivre et prospérer sans la présence quotidienne du propriétaire. Cela ne signifie pas se désintéresser. Cela signifie la structurer de telle manière que chaque fonction soit déléguée, chaque processus soit documenté et chaque résultat dépende d'un système, pas d'une personne. La boulangerie cesse d'être le four personnel de la propriétaire et devient une équipe avec des recettes standardisées, des horaires définis, des procédures claires et des responsables assignés. Le cabinet médical cesse d'être le bureau d'un seul docteur
et se transforme en une clinique avec des spécialistes, des protocoles et une administration indépendante. L'agence de design cesse d'être l'atelier d'un seul artiste et devient un studio avec des designers, des gestionnaires de projets et un manuel de qualité qui guide tout le monde. Le changement le plus grand se produit dans la mentalité du propriétaire. Tant qu'il se considère comme le travailleur principal, il ne pourra jamais échapper à l'auto-emploi déguisé en entreprise. Pour faire le saut, il doit se reconnaître comme propriétaire et agir en tant que tel. Et être propriétaire signifie construire quelque chose qui peut se soutenir même en son absence. Un propriétaire peut voyager, peut s'écarter pendant un temps, peut se consacrer à créer de nouvelles opportunités parce que son entreprise continue de fonctionner. Un opérateur ne peut pas bouger de son poste sans que tout ne s'effondre. C'est la différence entre un système qui dépend du propriétaire et un système qui fonctionne pour le propriétaire. Le stress que vivent la majorité des entrepreneurs vient précisément de cette confusion. Ils croient être propriétaires, mais vivent comme opérateurs. Ils se lèvent avant tout le monde, se couchent après tout le monde, résolvent chaque problème, servent chaque client, supervisent chaque détail, portent toute la charge sur leurs épaules et croient que ce sacrifice est l'essence de l'entrepreneuriat. En réalité, ce sacrifice est la preuve qu'ils n'ont pas conçu une véritable entreprise. Car le succès entrepreneurial ne se mesure pas à combien vous dépendez de vous, mais à combien cela fonctionne sans vous. Imaginez un instant deux personnes différentes. La première est propriétaire d'un petit café. Elle ouvre les portes chaque matin, prépare le café, sert les clients, encaisse, nettoie les tables et ferme le local le soir. Elle travaille 14 heures par jour, 7 jours sur 7. Ses clients la connaissent et l'apprécient. Mais elle vit épuisée, sans temps pour sa famille, sans capacité de grandir. Si elle tombe malade ou décide de se reposer, le café n'ouvre pas. Maintenant, imaginez la deuxième personne, également propriétaire d'un café. Elle a conçu des recettes standardisées, formé des baristas, embauché un administrateur, mis en place des systèmes de contrôle des stocks et de marketing digital. Elle peut visiter son entreprise de temps en temps, mais n'a pas besoin d'être là pour que cela fonctionne. Elle a le temps de penser à ouvrir une deuxième succursale, de voyager, d'innover. Cette différence marque le véritable contraste entre être opérateur et être propriétaire. Le plus ironique, c'est que beaucoup d'entrepreneurs se sentent plus en sécurité en étant opérateurs parce que cela leur donne l'illusion du contrôle. Ils croient que s'ils délèguent, la qualité baissera, les clients partiront, l'argent sera perdu. Ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'en refusant de déléguer, ils condamnent leur entreprise à rester petite pour toujours. Personne ne peut grandir en portant tout le poids. La peur de lâcher prise est la racine de l'esclavage déguisé en indépendance. La vraie liberté arrive quand vous acceptez que votre rôle n'est pas de tout faire, mais de concevoir comment tout sera fait. Votre entreprise doit être un système avec des processus clairs, des équipes compétentes et des structures solides. Si vous dépendez de votre présence constante, vous n'avez pas une entreprise, vous avez un emploi avec plus de stress. Et dans ce piège vivent des milliers d'entrepreneurs qui croient avoir atteint l'indépendance quand en réalité, ils se sont attachés plus fort que jamais. La question clé que vous devez vous poser chaque jour est celle-ci. Si demain j'arrête de travailler dans mon entreprise pendant un mois, continuera-t-elle à fonctionner? Si la réponse est non, alors vous n'avez pas encore une entreprise. Vous avez seulement un emploi mal déguisé. Et le reconnaître n'est pas une défaite, c'est le premier pas pour le transformer en ce qu'il devrait vraiment être, une entreprise qui travaille pour vous et non l'inverse. Le changement de mentalité entrepreneuriale. La majorité des entrepreneurs qui échouent ne le font pas par manque de talent, ni par manque d'effort, ni même par manque d'opportunités. Ils le font parce qu'ils pensent comme des techniciens et non comme des entrepreneurs. C'est la plus grande différence entre une entreprise qui devient un système autosuffisant et une qui reste un emploi sous un autre nom. Le technicien se concentre sur le travail immédiat, sur ce qui doit être livré aujourd'hui, sur les problèmes urgents qui surgissent dans l'instant. L'entrepreneur, en revanche, s'oblige à lever les yeux, à penser au futur, à concevoir une structure qui fonctionne au-delà des urgences du quotidien. Le technicien croit que sa valeur réside dans ce qu'il fait avec ses mains. L'entrepreneur comprend que sa véritable valeur réside dans ce qu'il construit avec son esprit. Changer cette mentalité n'est pas facile parce que depuis tout petit, on nous enseigne à valoriser l'exécution au-dessus de la vision. À l'école, on récompense les bonnes réponses, pas les questions profondes. Au travail, on récompense la ponctualité et l'obéissance, pas la capacité d'innover.
La société entière est conçue pour former des techniciens efficaces, pas des entrepreneurs stratégiques. C'est pourquoi, quand quelqu'un fait le saut vers l'entrepreneuriat, le plus naturel est de continuer à penser comme un technicien. Je suis bon dans ceci, donc j'ouvrirai une entreprise dans ce domaine. Ce qu'il oublie, c'est que l'entrepreneuriat ne se résume pas à maîtriser un métier, mais à maîtriser la construction de systèmes. Penser comme un entrepreneur implique d'accepter que votre tâche principale n'est pas de faire, mais de concevoir. C'est décider que votre travail n'est pas de produire, mais de créer le mécanisme qui permet de produire sans vous. C'est comme la différence entre celui qui cuisine un plat délicieux et celui qui construit un restaurant qui peut répliquer ce plat encore et encore avec différents cuisiniers. Le premier dépend de son talent individuel, le second dépend d'un système réplicable. Le technicien vit de l'effort, l'entrepreneur vit du système que cet effort construit. Quand on pense comme un technicien, la vision est toujours courte. L'important est de remplir la commande d'aujourd'hui, fermer la vente de cette semaine, éteindre l'incendie qui est apparu ce matin. Le problème, c'est que ce regard limité condamne l'entreprise à répéter le même cycle encore et encore, sans possibilité de grandir. En revanche, l'entrepreneur s'entraîne à penser à long terme. Il demande « Où est-ce que je veux que mon entreprise soit dans 5 ou 10 ans? Quel type de vie est-ce que je veux qu'elle me permette de vivre? Que se passera-t-il quand je ne serai pas là ?» Ce type de question oblige à concevoir un futur, pas seulement à survivre au présent. La vision à long terme ne signifie pas que vous ignorez les problèmes d'aujourd'hui, mais que vous les résolvez de manière à ce qu'ils ne se répètent pas. Le technicien éteint l'incendie et continue. L'entrepreneur analyse ce qui a provoqué l'incendie, conçoit un système pour éviter qu'il se répète et forme son équipe pour le gérer au cas où il se reproduirait. C'est la différence entre quelqu'un qui court toujours derrière les problèmes et quelqu'un qui construit une entreprise solide et résistante. Il y a une question clé que tout entrepreneur devrait se poser tous les jours. Que se passerait-il si demain je n'étais pas là? Si aujourd'hui même vous disparaissiez de votre entreprise, que se passerait-il? Continuerait-elle à fonctionner ou tout s'effondrerait? Cette question est inconfortable, mais c'est celle qui révèle l'état réel de votre entreprise. Si la réponse est que sans vous tout s'arrête, alors ce que vous avez n'est pas une entreprise, c'est un emploi déguisé. Et tant que vous ne changez pas cette réalité, vous continuerez à être prisonnier de votre propre effort. Imaginez un dentiste qui travaille seul dans son cabinet. Si demain il n'apparaît pas, il n'y a pas de revenus, pas de consultation, pas de facturation. Maintenant, imaginez une clinique dentaire avec plusieurs professionnels, avec des systèmes d'attention, avec des processus de facturation, avec des protocoles clairs. Si le propriétaire n'apparaît pas un jour, la clinique continue d'opérer. La différence n'est pas dans le métier, elle est dans la mentalité avec laquelle l'entreprise a été conçue. Il en va de même pour un mécanicien qui travaille seul dans son atelier versus un réseau d'ateliers avec des processus standardisés, ou un programmeur indépendant versus une entreprise de logiciels avec des équipes organisées. Dans tous les cas, la question est la même. Que se passerait-il si vous n'étiez pas là demain? Penser comme un entrepreneur implique de faire face à cette vérité et d'agir en conséquence. Cela implique d'entraîner votre esprit à cesser de chercher la sécurité dans votre propre contrôle et à commencer à chercher la sécurité dans des systèmes qui fonctionnent sans vous. Cela signifie apprendre à faire confiance aux processus, aux personnes et aux structures qui multiplient votre effort au lieu de le limiter à vos heures de travail. Et voici l'ironie. Beaucoup d'entrepreneurs croient qu'être entrepreneur signifie travailler plus quand, en réalité, cela signifie travailler différemment. L'entrepreneur consacre son temps à créer le cadre, pas à porter chaque brique. La vision à long terme exige aussi de la patience. Le technicien cherche la gratification immédiate. Le gâteau qui est sorti parfait, le client qui est parti satisfait, la vente conclue aujourd'hui. L'entrepreneur sait que construire un système solide prend du temps, nécessite planification, investissement et ajustement constant. Il ne cherche pas les applaudissements du moment, il cherche la stabilité future. Et bien que cette stabilité tarde à arriver, quand elle le fait, elle libère le propriétaire de l'esclavage du quotidien. Beaucoup d'entrepreneurs résistent à ce changement parce qu'ils sentent qu'ils perdent leur identité. Ils croient que s'ils ne sont pas eux qui cuisinent, servent, vendent ou créent, alors l'entreprise perdra son essence. Mais la vérité, c'est que ce qui perd son essence, c'est une entreprise qui meurt avec son propriétaire. La vraie transcendance est dans la création de quelque chose qui perdure au-delà de soi-même, quelque chose que d'autres peuvent continuer,
quelque chose qui apporte de la valeur même quand vous n'êtes pas présent. C'est le véritable héritage entrepreneurial. Adopter une mentalité entrepreneuriale ne signifie pas que vous cessez de valoriser votre talent technique. Au contraire, cela signifie que vous l'utilisez comme base pour concevoir un système plus grand. Votre compétence devient le modèle que d'autres suivront, la norme qui guidera votre équipe, la recette qui pourra être répétée des milliers de fois sans dépendre de votre présence. Vous passez de protagoniste unique à directeur qui organise l'œuvre complète. Votre rôle change d'acteur principal à architecte de la scène. La question inconfortable de ce qui se passerait si vous n'étiez pas là demain n'est pas seulement un exercice hypothétique, c'est un miroir qui révèle combien d'entrepreneurs vous avez réellement. Si la réponse est que rien ne fonctionnerait, alors le moment est venu de changer de mentalité. Et ce changement commence par un engagement. Cessez de penser comme un technicien et commencez à penser comme un stratège. Cessez de vivre dans l'urgence et commencez à vivre dans la vision. Cessez de tout porter et commencez à construire un système qui le porte pour vous. C'est le point d'inflexion qui sépare les entrepreneurs qui s'épuisent de ceux qui prospèrent. Les premiers croient que la clé est de travailler plus dur. Les seconds savent que la clé est de travailler différemment. Les premiers croient que l'entreprise dépend de leur sacrifice. Les seconds comprennent que l'entreprise dépend de leur capacité à construire un système. Les premiers pensent comme des techniciens, les seconds pensent comme des entrepreneurs, et dans cette différence se joue le destin de tout entrepreneuriat. Système, la colonne vertébrale d'une entreprise scalable. S'il y a un concept qui sépare les entreprises qui restent petites de celles qui parviennent à grandir et à se développer, c'est celui des systèmes. Un système est, en essence, une façon organisée et répétable de faire les choses pour obtenir un résultat prévisible. Cela peut sonner technique, mais en réalité, c'est présent dans notre vie quotidienne beaucoup plus que nous ne le pensons. Une recette de cuisine, par exemple, est un système. Liste d'ingrédients, étapes claires, temps de cuisson, température spécifique. Si vous suivez le système, vous obtenez un plat avec la même saveur, peu importe si c'est préparé par un chef expérimenté ou un apprenti qui débute. Dans une entreprise, c'est la même chose. Si vous voulez que votre société fonctionne sans dépendre de votre présence constante, elle a besoin de systèmes qui peuvent être répétés et garantir la qualité peu importe qui les exécute. Le problème de nombreux entrepreneurs, c'est que tout est dans leur tête. Ils savent comment faire, connaissent les astuces, ont l'expérience, se souviennent des clients et maîtrisent chaque détail. Mais rien de tout cela n'est documenté. Le jour où le propriétaire manque, l'entreprise se paralyse parce que personne d'autre ne comprend comment les choses sont censées être faites. Cette dépendance personnelle est la raison pour laquelle tant d'entreprises deviennent fragiles et limitées. Documenter un système n'est pas perdre du temps, c'est construire la colonne vertébrale qui donnera vie et stabilité à votre entreprise. Pourquoi tout doit-il être documenté? Parce que la mémoire humaine est limitée, parce que les personnes changent, parce que les employés tournent, parce que les imprévus arrivent. Une entreprise qui dépend de la bonne volonté ou de l'expérience de quelques-uns ne sera jamais scalable. En revanche, quand chaque processus est clairement écrit, n'importe quelle personne peut l'apprendre, le répliquer et l'améliorer. Documenter, c'est traduire votre expérience dans un langage que d'autres peuvent utiliser. C'est comme laisser une carte qui guide tout le monde vers la même destination, au lieu de dépendre du fait que quelqu'un se souvienne du chemin de mémoire. Imaginez un restaurant où seul le chef sait comment préparer les plats principaux. S'il manque, la qualité s'effondre. Maintenant, imaginez un restaurant qui a des manuels de cuisine détaillés, des fiches techniques de chaque recette, des processus d'attention aux clients, des protocoles de nettoyage et de contrôle des stocks. Dans ce restaurant, n'importe quel cuisinier formé peut répliquer les mêmes résultats. Les clients ne remarquent pas la différence parce que la qualité ne dépend pas d'un individu, mais d'un système conçu pour rester constant. C'est la magie des systèmes. Ils convertissent le personnel en institutionnel, l'improvisé en prévisible, le fragile en solide. Les grandes entreprises du monde ne fonctionnent pas grâce au talent exclusif de leurs fondateurs. Elles fonctionnent grâce au système. Pensez à une chaîne internationale de café. Comment est-il possible que vous puissiez entrer dans un magasin à Tokyo, à New York ou à Lima et recevoir un café qui a le même goût? Ce n'est pas de la magie, c'est du système. Recettes standardisées, processus répliqués, formation homogène. Le barista change, la ville change, mais le résultat se maintient. Il en va de même pour les chaînes de restauration rapide, les hôtels, les compagnies aériennes
et les franchises de toutes sortes. Ce qu'ils vendent, ce n'est pas seulement un produit, ils vendent de la cohérence, et cette cohérence ne s'obtient qu'avec des systèmes. Un exemple clair est McDonald's. Son fondateur ne s'est pas enrichi parce qu'il savait cuisiner des hamburgers mieux que quiconque. Il s'est enrichi parce qu'il a conçu un système capable de produire des hamburgers identiques dans n'importe quelle partie du monde, indépendamment de qui était en cuisine. Chaque étape du processus, depuis la façon dont on place la viande jusqu'aux secondes exactes de cuisson, est documentée. Cela convertit une petite entreprise en une machine mondiale, et la même chose peut s'appliquer à n'importe quelle entreprise, quelle que soit sa taille. Une petite boulangerie peut grandir si elle documente ses recettes, ses routines de nettoyage, son protocole d'attention. Un cabinet de conseil peut s'étendre s'il crée des systèmes de vente, de suivi client et de livraison de projets. Mais au-delà des grands cas, pensons à des exemples plus proches. Un atelier mécanique où chaque réparation dépend de la connaissance du propriétaire ne peut pas grandir parce que chaque client demandera qu'il s'en occupe. En revanche, un atelier où chaque type de réparation est décrit dans des manuels techniques avec des étapes claires et des outils assignés peut former de nouveaux mécaniciens qui offrent le même service avec la même qualité. Il en va de même dans une clinique dentaire, une académie de langue ou une agence de marketing digital. Sans système, le propriétaire est esclave. Avec des systèmes, le propriétaire devient architecte d'une entreprise qui fonctionne sans sa présence constante. Souvent, les entrepreneurs ressentent une résistance à documenter parce qu'ils croient que c'est ennuyeux, que cela leur fait perdre du temps, que cela les freine. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que documenter n'est pas une dépense, c'est un investissement. Chaque minute que vous consacrez à écrire une procédure, à standardiser un processus, à concevoir un manuel, est une minute qui vous épargnera des centaines de fois dans le futur. C'est comme construire une autoroute. Cela prend du temps et de l'effort, mais une fois qu'elle est prête, elle permet à des centaines de véhicules de passer avec facilité et rapidité. Le système est l'autoroute de votre entreprise. L'autre bénéfice des systèmes, c'est qu'ils génèrent de la confiance. Pour le client, savoir qu'il recevra le même service peu importe qui le sert est une garantie. Pour l'employé, avoir de la clarté sur comment faire son travail élimine l'incertitude et améliore la productivité. Pour le propriétaire, voir que les choses se font sans son intervention directe génère liberté et capacité à se développer. Les systèmes n'ordonnent pas seulement, ils libèrent aussi. Il y a ceux qui croient qu'avoir des systèmes signifie perdre en flexibilité ou en créativité, mais c'est exactement le contraire. Les systèmes ne tuent pas l'innovation, ils la soutiennent. Quand les tâches routinières sont claires et organisées, l'équipe a plus d'espace mental et émotionnel pour améliorer, pour apporter des idées, pour essayer de nouvelles choses. Sans système, tout est chaos et personne n'a le temps d'innover. Avec des systèmes, le basique est résolu et l'espace s'ouvre pour la créativité. Pensons maintenant aux entreprises qui fonctionnent sans leur propriétaire. Une franchise de salle de sport, par exemple, peut avoir des centaines de succursales dans différents pays. Le fondateur n'est pas là à ouvrir la porte chaque matin, ni à nettoyer les machines en fin de journée. Cependant, tout coule parce qu'il existe des protocoles d'ouverture, des routines de nettoyage, des systèmes de paiement, des programmes d'entraînement. Un autre exemple est une maison d'édition qui continue de fonctionner des décennies après la mort de son fondateur. Comment est-ce possible? Parce que l'entreprise ne dépendait pas d'une seule personne, elle dépendait d'un système de publication, de distribution et de marketing qui pouvait être répliqué par d'autres. Il en va de même pour de nombreuses startups technologiques. Leurs créateurs comprennent dès le début qu'ils ne peuvent pas être présents à chaque transaction, à chaque service, à chaque client. C'est pourquoi ils conçoivent des plateformes, des algorithmes et des processus automatisés qui deviennent des systèmes capables d'opérer à grande échelle. Si ces entrepreneurs avaient voulu tout contrôler manuellement, ils n'auraient jamais grandi au-delà de quelques utilisateurs. En fin de compte, les systèmes sont la différence entre une entreprise qui survit et une qui transcende. Une entreprise sans système est condamnée à vivre dans le chaos, dans la dépendance, dans la fragilité. Une entreprise avec des systèmes a la capacité de grandir, de se multiplier, d'attirer des investisseurs, de devenir un héritage. C'est pourquoi chaque entrepreneur qui rêve d'une indépendance réelle doit faire une pause et se demander « Ai-je des systèmes clairs ou tout dépend-il de ma mémoire et de mon effort ?» La réponse à cette question déterminera si votre entreprise sera un fardeau ou une plateforme de liberté. L'avenir appartient aux entreprises qui fonctionnent sans dépendre de leurs propriétaires
Et la seule façon d'y parvenir est à travers des systèmes bien conçus et documentés. Tout le reste est illusion. Tout le reste est esclavage déguisé en entrepreneuriat. Troisième partie. Construire l'entreprise qui fonctionne seule. Concevez votre entreprise comme un prototype. Quand un entrepreneur commence son entreprise, il pense généralement au produit ou au service qu'il offrira au marché. Il se concentre sur la qualité, sur le design, sur les détails qui, croit-il, feront la différence face à la concurrence. Cependant, il s'arrête rarement pour considérer que le véritable produit n'est pas le service qu'il livre, ni l'objet qu'il vend, mais l'entreprise elle-même. Concevoir votre société comme si elle était un prototype signifie la voir comme un produit qui doit être pensé, créé, testé, corrigé et amélioré jusqu'à ce qu'il puisse fonctionner de manière indépendante, réplicable et prévisible. Si vous comprenez l'entreprise comme un produit, vous changez complètement de perspective. Il ne s'agit plus seulement de servir des clients, mais de créer un modèle qui peut se maintenir et grandir sans dépendre de vous. L'entreprise n'est pas simplement le moyen que vous utilisez pour générer des revenus, c'est un produit qui doit répondre à des critères de qualité, cohérence, scalabilité et durabilité. Si vous le pensez ainsi, votre rôle en tant qu'entrepreneur est d'être le designer de ce produit, pas uniquement l'opérateur qui le maintient vivant au prix de l'effort personnel. En visualisant l'entreprise comme un prototype, inévitablement surgit la question: comment conçoit-on les prototypes? La réponse est dans l'expérimentation et dans la clarté des principes. Tout comme un ingénieur développe un prototype de machine qui peut être répliqué en série, l'entrepreneur doit concevoir une entreprise qui peut se reproduire sans erreur grave et sans dépendre du talent exclusif du fondateur. Il s'agit de documenter, de standardiser et de penser en termes de franchise. Le concept de franchisable est clé à ce point. Cela ne signifie pas nécessairement que vous voulez convertir votre entreprise en une franchise formelle, bien que cela pourrait être une possibilité. Ce que cela signifie, c'est que votre entreprise doit être conçue comme si elle pouvait être franchisée. Cela implique que n'importe quelle personne, n'importe où, pourrait répliquer votre modèle et obtenir des résultats similaires. La mentalité franchisable oblige à simplifier, à organiser, à traduire la connaissance en procédures claires. Pour mieux comprendre, pensons à ce qui convertit une franchise réussie en quelque chose d'attractif pour les investisseurs. Ce n'est pas seulement la marque, ni le produit, ni la publicité. C'est le système derrière, le manuel opératif, l'ensemble de règles qui garantissent que l'expérience soit identique à n'importe quel point de vente. Quand vous achetez une franchise, ce que vous acquérez réellement, ce n'est pas la recette secrète d'un produit, mais un manuel d'opération qui détaille comment doit fonctionner chaque aspect de l'entreprise, depuis comment on ouvre le local chaque matin jusqu'à comment on répond à une plainte client. Ce manuel opératif est l'essence d'une entreprise conçue comme un prototype. Sans lui, il n'y a aucun moyen de garantir que la qualité se maintienne, que l'expérience client soit cohérente ou que l'entreprise puisse grandir sans perdre le contrôle. Le manuel opératif n'est pas un simple document rempli de règles ennuyeuses. C'est la traduction écrite de comment fonctionne votre entreprise dans sa version idéale. C'est le guide qui permet à n'importe quelle personne capacité de pouvoir entrer, suivre les instructions et répliquer les résultats. Or, beaucoup d'entrepreneurs résistent à l'idée de manuel parce qu'ils sentent qu'il limite la spontanéité ou l'authenticité. Ils croient que documenter les processus est de la bureaucratie. Ce qu'ils ne voient pas, c'est que le manuel opératif n'est pas là pour étouffer la créativité, mais pour libérer du temps et de l'énergie. Si les tâches routinières sont claires et organisées, il reste de l'espace pour innover dans ce qui importe vraiment, pour améliorer le produit, pour concevoir de nouvelles expériences, pour étendre la vision de l'entreprise. La créativité fleurit quand le chaos disparaît. Voyons quelques exemples concrets. Un salon de beauté peut documenter dans son manuel comment on reçoit un client, comment on lui offre une boisson, comment on tient le registre des rendez-vous et comment on nettoie chaque outil après usage. Grâce à cela, la cliente se sent aussi bien servie, que ce soit la propriétaire ou une nouvelle collaboratrice qui la reçoive. Une entreprise de conseil peut définir dans son manuel comment se structure une réunion initiale, comment on recueille l'information du client, comment on présente un rapport et comment on mesure le succès du projet. Avec cela, le client perçoit cohérence et professionnalisme à chaque interaction. Quand l'entreprise est conçue comme un prototype, le propriétaire cesse d'être indispensable dans l'opération quotidienne. Cela ne signifie pas disparaître complètement, mais cesser d'éteindre des incendies tout le temps.
Cela signifie que l'entrepreneur peut se concentrer sur l'observation de l'entreprise dans son ensemble, détecter les failles dans le système et ajuster le prototype pour qu'il fonctionne mieux. En d'autres termes, le rôle principal du propriétaire est de perfectionner le prototype, pas de rester piégé à l'intérieur. Un bon manuel opératif doit couvrir 3 niveaux principaux. Premièrement, les processus stratégiques, ceux qui ont à voir avec la vision, la mission, la proposition de valeur et les décisions clés qui marquent le cap de l'entreprise. Deuxièmement, les processus opératifs, comment on produit, on vend, on livre et on donne support à ce qu'on offre aux clients. Et troisièmement, les processus administratifs, gestion des finances, contrôle des stocks, ressources humaines, communication interne. Quand ces 3 niveaux sont clairs et documentés, l'entreprise cesse d'être un fardeau et devient un système organisé. Concevoir une entreprise comme un prototype oblige aussi à penser aux clients différemment. Si tout dépend du fait que le propriétaire serve personnellement, l'entreprise devient limitée. En revanche, si le modèle est conçu pour que n'importe quel employé capacité puisse délivrer la même qualité, alors l'expérience client devient indépendante de la personne et dépendante du système. Cela génère confiance, loyauté et réputation. Le client n'achète pas la présence du propriétaire, il achète une expérience garantie. Un point intéressant de cette approche, c'est qu'elle transforme la façon de voir les erreurs. Dans une entreprise improvisée, chaque erreur se ressent comme un échec personnel. Dans une entreprise conçue comme un prototype, chaque erreur est un indicateur que le système a besoin d'ajustement. Le propriétaire cesse de blâmer les personnes et commence à améliorer les processus. Si quelque chose échoue, la question n'est pas qui l'a mal fait, mais quelle partie du manuel n'était pas claire ou quelle procédure a besoin d'être modifiée. Ainsi, l'entreprise évolue et se renforce avec chaque leçon apprise. Imaginez un instant que votre entreprise disparaisse demain et que quelqu'un veuille la reconstruire depuis zéro. Pourrait-il le faire avec l'information que vous avez écrite et organisée? Si la réponse est non, alors vous n'avez pas encore conçu votre entreprise comme un prototype. L'objectif est que votre société puisse survivre et prospérer même sans vous, parce qu'il existe un modèle prouvé, documenté et réplicable que d'autres peuvent suivre. C'est le véritable héritage d'un entrepreneur, non seulement le produit ou le service qu'il offre, mais la création d'un système qui peut continuer à fonctionner bien longtemps après son absence. Au final, concevoir une entreprise comme un prototype n'est pas une option. C'est une nécessité pour quiconque veut grandir et se libérer du piège de l'auto-emploi. L'entreprise comme produit oblige à élever les standards, à penser en termes de scalabilité et à cesser de dépendre de l'improvisation. Les principes du franchisable garantissent que ce que vous construisez peut s'étendre sans perdre en qualité. Et le manuel opératif est l'outil qui traduit toute cette connaissance en un guide pratique que n'importe quelle personne peut appliquer. L'entrepreneur qui comprend cela commence à agir différemment. Il ne voit plus chaque tâche comme quelque chose qu'il doit faire, mais comme quelque chose qui doit être conçu pour que n'importe qui puisse le faire bien. Il ne cherche plus à être le héros qui résout les problèmes, mais l'architecte qui construit un système capable de les prévenir. C'est la vraie transformation, passer de travailleur infatigable à créateur de modèles d'affaires. Et quand cela arrive, le rêve d'avoir une entreprise qui fonctionne sans vous cesse d'être une illusion et devient une réalité tangible. Une entreprise conçue comme un prototype est plus précieuse, plus attractive pour les investisseurs, plus fiable pour les clients et plus libératrice pour son propriétaire. Au lieu d'être une prison de responsabilité, elle devient une plateforme de liberté et de croissance. Le pouvoir de déléguer et de former des équipes. L'un des plus grands défis auxquels font face les entrepreneurs pour grandir est la nécessité de déléguer. Pour beaucoup, lâcher le contrôle ressemble à une menace. Ils croient que personne ne fera les choses aussi bien qu'eux, que leur niveau d'exigence ne pourra pas être répliqué ou que déléguer est synonyme de perdre en qualité. Cette mentalité les condamne à être prisonniers de leur propre entreprise, car la vérité, c'est que plus vous faites de choses vous-même, moins vous laissez d'espace pour que l'entreprise grandisse. Le paradoxe est clair. Plus vous contrôlez, moins vous avez de liberté. Plus vous accaparez, moins votre société se développe. Déléguer n'est pas renoncer au contrôle, c'est exercer un contrôle supérieur, un qui se concentre sur la direction et sur les systèmes au lieu des tâches quotidiennes. Lâcher le contrôle ne signifie pas se désintéresser. Cela signifie faire confiance au fait que le système que vous avez conçu peut être opéré par d'autres. Cela signifie accepter que votre rôle n'est pas de faire, mais de guider, enseigner et superviser de manière intelligente.
C'est comprendre que votre énergie doit être dans la conception de la carte, pas dans la conduite de chaque véhicule qui circule dessus. Beaucoup d'entrepreneurs échouent parce qu'ils veulent être indispensables, parce qu'ils sentent qu'être les seuls à savoir tout faire les rend précieux, mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que ce protagonisme les enferme. Le véritable pouvoir est d'être dispensable. Si votre entreprise peut opérer sans vous, vous avez gagné. Si votre entreprise s'effondre quand vous n'êtes pas là, en réalité, vous n'avez pas une entreprise, vous avez une dépendance déguisée. L'acte de déléguer requiert du courage, parce qu'il implique de reconnaître que d'autres peuvent se tromper. Et oui, ils se tromperont, mais il vous arrive la même chose. Les erreurs sont inévitables, elles font partie de l'apprentissage. La différence est dans comment elles sont gérées. Si chaque erreur d'un collaborateur est prise comme une trahison personnelle, vous n'avancerez jamais. En revanche, si chaque erreur est interprétée comme une opportunité d'améliorer les processus, de mieux former et de renforcer le système, alors chaque faux pas devient une marche vers la croissance. L'entrepreneur qui délègue bien ne cherche pas des clones de lui-même, il cherche des personnes engagées qui peuvent apprendre, apporter et faire le travail encore mieux que lui avec le temps. Déléguer exige aussi une stratégie intelligente au moment d'embaucher. Il ne s'agit pas de remplir des postes rapidement, mais de construire une équipe alignée avec la vision de l'entreprise. Embaucher avec stratégie signifie chercher des personnes qui n'ont pas seulement des compétences techniques, mais qui partagent des valeurs et une attitude. Il est plus facile d'enseigner une procédure que de changer la mentalité de quelqu'un qui ne s'adapte pas à la culture de votre entreprise. C'est pourquoi, avant de publier une annonce d'emploi, demandez-vous quel type de personne vous voulez dans votre équipe, quels sont les principes qui doivent guider son travail, et comment cette personne contribuera à l'expérience client. Une embauche intelligente peut accélérer la croissance de votre entreprise. Une embauche précipitée peut la couler. Le processus d'embauche doit être vu comme un investissement à long terme. Chaque personne qui entre dans votre entreprise représente non seulement une paire de mains, mais un ensemble de décisions, d'idées et d'attitudes qui impacteront la société. Investir du temps à sélectionner, former et développer les collaborateurs est l'une des tâches les plus rentables qu'un entrepreneur puisse assumer. Si vous le faites bien, chaque membre de l'équipe devient un multiplicateur de votre vision. Si vous le faites mal, chaque membre peut devenir un obstacle silencieux qui freine l'avancement. La satisfaction de l'équipe, la cohésion interne, la rotation du personnel, ou encore la manière dont les collaborateurs parlent de l'entreprise lorsqu'ils ne sont pas observés. Tous ces éléments sont des indicateurs silencieux mais puissants de la santé culturelle d'une organisation. Une culture forte se reflète dans des équipes stables, motivées et prêtes à donner le meilleur d'elles-mêmes, même dans les moments difficiles. Mesurer la culture signifie écouter réellement. Écouter les perceptions, les frustrations, les idées et les suggestions. Cela implique de créer des espaces où les employés se sentent en sécurité pour s'exprimer sans peur de représailles. Une entreprise qui écoute est une entreprise qui apprend, et une entreprise qui apprend est une entreprise qui évolue. Finalement, la culture n'est pas quelque chose que l'on impose, c'est quelque chose que l'on cultive. Elle se construit tous les jours à travers les décisions, les comportements et la manière dont on traite les personnes. Une entreprise peut avoir la meilleure stratégie du monde, mais si la culture n'est pas alignée, tout s'effondre. À l'inverse, une culture solide peut compenser des erreurs stratégiques et guider l'organisation dans les moments d'incertitude. Lorsque vous combinez des systèmes robustes avec une culture forte, vous créez une entreprise capable de prospérer indépendamment des personnes, des circonstances ou même du marché. C'est ce qui transforme une structure fragile et dépendante en une organisation vivante, adaptable et résiliente. Et c'est là que se trouve la véritable liberté entrepreneuriale, dans la capacité de construire une entreprise qui continue de croître, d'innover et de se renforcer, même quand vous n'êtes pas présent.